préciser en préalable que le titre est un peu trompeur. Vous allez voir, je ne parle que indirectement, je vais le développer, mais je ne parle qu'indirectement de la place du décalogue dans la politica d'Altusius à travers son approche de la distinction entre droit commun et droit propre et droit particulier et le rôle qui joue le droit naturel que j'évoquerai aussi en passant. Donc on pourra redévelopper tout cela, des questions sur lesquelles il y a un certain nombre de travaux. Alors, comme ça a été dit en introduction, en préalable, les approches qu'on adopte sont tous orientées par le prisme de nos disciplines, et moi je vais aborder l'œuvre d'Altusius à travers mon prisme disciplinaire qui est le droit, et plus spécialement aussi à travers ma spécialité qui est l'étude des jurisconsultes humanistes. Et comme l'a dit Gaël tout à l'heure, tant au regard de sa formation que de ses écrits, Altusius s'inscrit dans le cadre de l'humanisme qui appelle à renouveler la compréhension du monde par la mise en œuvre d'une vaste culture. Alors, Altusius est formé à la philosophie, et à la théologie, mais il est docteur in utroque iure, c'est-à-dire dans l'un et l'autre droit, dans les deux grands droits, et il est l'auteur aussi d'une œuvre politique de première importance. Donc on va parler de l'œuvre politique à travers la Politica, mais pour comprendre cette œuvre politique, il est quand même important de l'interpréter dans le cadre de l'intégralité de la pensée d'Altusius, une pensée qui est riche et qui est riche aussi des connaissances juridiques d'Altusius. Et donc c'est notamment au regard de cet aspect que je vais étudier ici la distinction entre lex communis et lex propria, et indirectement donc la place du décalogue dans la Politica Methodicae Digesta. Lorsqu'il procède à cette distinction, Altusius emploie indifféremment les termes lex et ius. Dans les passages étudiés, les expressions lex communis et lex propria ont donc en principe le sens de droit commun et de droit propre. Et c'est dans ce sens qu'il faut entendre ici les termes lex, lex au sens de droit et non pas de loi, même si de temps en temps je pourrais parler de loi commune ou de loi propre par abus de langage. La notion de droit commun traverse les siècles, de Rome à aujourd'hui, sans pour autant renvoyer de manière constante à une même réalité. Plusieurs textes des compilations justiniennes mentionnent le ius commune, ce qui a suscité de multiples interprétations depuis le XIIe siècle à la suite de la redécouverte des textes de droit romain. Cette expression renvoie aujourd'hui encore, l'expression droit commun, à des réalités diverses. La common law anglo-saxonne est évidemment bien différente de l'idée qu'on se fait du droit commun en droit français. Dans le droit français contemporain, l'expression reste en usage pour opposer les principes aux exceptions, les règles d'application générale à celles qui n'édictent que des dispositions spéciales. Ce rapport général spécial, on va le retrouver dans la distinction entre lex communis et lex propria qu'établit Altusius. Toutefois, les notions de droit commun et de droit propre qu'il développe sont éloignées de nos conceptions actuelles, mais aussi de celles de la plupart des jurisconsultes contemporains du penseur calviniste, et c'est cela qui est intéressant. Cela s'explique en partie en raison de la méthode utilisée par Altusius dans l'ensemble de son œuvre, qui a été exposée en partie par Gaël, que ce soit la méthode qu'il applique dans la Politica ou dans ses écrits juridiques. La distinction de la lex communis et de la lex propria permet ainsi d'illustrer l'originalité de la méthode altusienne. On va voir qu'il élabore un système ramiste de la politique dans lequel s'insère cette distinction, ce sera la première partie, ce qui le conduit à remettre en cause l'appréhension juridique médiévale des notions de droit commun et de droit propre, ce que nous verrons dans une seconde partie. Donc tout d'abord, première partie, lex communis et lex propria, dans le système ramiste d'Altusius. Je vais ici parler rapidement de l'influence de Pierre de la Ramée, qui est assez connue. L'influence de Pierre de la Ramée sur les jurisconsultes du XVIe siècle est bien documentée. De manière synthétique, on peut dire que Ramus cherche à élaborer une nouvelle forme de raisonnement et d'enseignement en se séparant des principes de l'aristotélisme et de la scolastique. Conformément au dessein humaniste, sa volonté est notamment de rendre l'enseignement plus accessible en introduisant un ordre rigoureux qui puisse s'appliquer
à la présentation et à l'étude de tous les savoirs. Alors, pour autant, Ramus ne s'intéresse pas à tous les savoirs, mais la méthode qu'il propose est destinée à remettre profondément en cause celle traditionnellement suivie par les facultés des arts, qui constitue le socle de toutes les formations universitaires depuis le Moyen-Âge. Alors, Ramus ne traite pas du droit directement dans ses œuvres, c'est un logicien et un rhétoricien. Mais la nouveauté de sa méthode a une véritable influence sur une partie des jurisconsultes du XVIe et du début du XVIIe siècle, qui cherchent eux aussi à remettre en cause les principes scolastiques hérités du Moyen-Âge pour l'étude des droits savants. Alors, quelles sont ces nouveautés méthodologiques? Je vais les résumer très brièvement et me limiter à celles qui ont été reprises par Althussus. Ramus fait de la raison le critère suprême de la vérité et il étend l'investigation rationnelle à l'ensemble des connaissances humaines. Pour cela, il faut rompre avec le principe d'autorité afin de s'appuyer avant tout sur des définitions simples et claires. L'union de la rhétorique et de la philosophie signifie pour lui que la langue est le véritable instrument de la pensée, comme l'argumentation est la méthode de découverte de la vérité. Le ramisme apparaît ainsi comme une philosophie qui fait de la rhétorique rationnelle un instrument de vérité. Concrètement, qu'est-ce que propose Ramus? Ramus propose une présentation ordonnée de n'importe quel sujet selon un ordre qui part des principes généraux pour aller aux divisions spécifiques, de l'universel aux choses singulières. C'est une mise en ordre donc, une mise en ordre qui s'opère par bipartition successive. Ramus, par sa méthode, cherche à présenter toute activité comme découpable en entités discontinues, repérables sur un plan et hiérarchisées grâce à une suite d'emboîtements. Partant d'un terme général, on le subdivise par dichotomies successives, à la fois en espèces de moins en moins compréhensives et en éléments constituants. Alors ça peut vous paraître extrêmement banal, ce que je vous dis, parce que c'est notre logique actuelle, mais c'est à travers cette systématisation que propose Ramus, c'est vraiment une rupture dans la pensée. Alors, Ramus n'applique pas cette méthode au droit, mais un certain nombre de jurisconsultes humanistes s'en emparent et essayent d'élaborer le droit en système. C'est notamment le cas d'Althussus. Je m'écarte un instant de la Politica pour vous parler de ces 3 livres de dicéologie, qui sont sa grande œuvre juridique. Comme le montre efficacement Michel Villet, Althussus applique dans cette œuvre, le traité de dicéologie, la méthode ramiste pour construire un véritable système juridique. Dans le traité de dicéologie, Althussus présente une pyramide des notions de la science juridique, d'une grande clarté où chaque terme est défini avec une parfaite précision. Il en fait de même dans une autre œuvre importante de droit qu'il a écrit, Iuris Romani Libri Duo, manuel de droit, dont le sous-titre est sans équivoque quant à l'influence de Ramus sur Althussus. Ce sous-titre, c'est Ad leges methodi Rameae conformati, donc conforme à la méthode de Ramus. Althussus applique également les principes de Ramus dans la Politica. L'ambition de ce traité n'est pas de systématiser le droit, mais de systématiser la politique. Pour cela, il mobilise donc le ramisme. Il s'agit pour lui de procéder à un découpage logique et systématique de la politique, de ranger les concepts en ordre et d'en offrir des définitions claires. L'influence de Ramus est évidente pour celui qui lit la Politica. Il suffit vraiment d'ouvrir l'ouvrage pour s'en convaincre. Pierre Ménard le résume bien. Je cite Pierre Ménard, « Grâce à Ramus, Althussus présente enfin une politique cohérente, déduite de son principe, et ce principe se trouve formulé avec une vigueur assez rare à l'époque. C'est l'idée claire et distincte de la consociatio symbiotica, dont a parlé Gaël, de la communauté symbiotique, ou groupe naturel corporatif d'êtres humains. » De la même manière, la distinction entre lex communis et lex propria, telle qu'Althussus la formule dans la politique, s'inscrit dans cette logique ramiste. La distinction communis propria est introduite dès le premier chapitre de la Politica. Althussus ouvre son texte par la définition de la politique, que Gaël nous a citée tout à l'heure, qui est selon lui l'art d'établir, de cultiver, de conserver entre les hommes la vie sociale qui doit les unir. C'est ce qu'il appelle la symbiotique, une communauté d'action, qui produit notamment un cadre juridique, une communauté des droits. Cette communion des droits est appelée par Althussus lex consociationis et symbiosis, loi d'association et symbiotique. Or, cette loi d'association est double, nous dit Althussus, et on voit déjà les bipartitions. L'une concernant
la direction et le gouvernement de la vie sociale, l'autre prescrivant l'évaluation et la manière de communiquer les choses et les œuvres entre les symbiotes. Il précise alors que la loi de direction et de gouvernement de la vie sociale, qui est la première modalité, vous le voyez, de la lex consociationis et symbiosis, est elle-même double. Cette loi de direction et de gouvernement de la vie sociale est soit commune, soit propre. Il va d'abord définir le droit commun avant de s'intéresser au droit propre. C'est bien du ramisme. Et on peut construire ainsi un arbre. Vous voyez ici l'ébauche de cet arbre que je vais développer dans les diapositives suivantes. Donc la distinction est posée au premier chapitre et Aldusius la développe véritablement au chapitre 21 de la Politica et il va y poursuivre cette logique de distinction. Chaque élément distingué fait alors à chaque fois l'objet d'une définition précise sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il affirme au chapitre 21 de nouveau que la loi d'association qui régit la direction et le gouvernement de la République est double, elle est soit commune, soit propre. Tout d'abord, le droit commun. Le droit commun est lui-même composé de deux parties, vous les voyez ici. La première concerne les devoirs immédiatement dus à Dieu, la seconde, les devoirs dus à son prochain. La première partie du droit commun, nous dit Altusius, les devoirs directement dus à Dieu, correspond à la première table du décalogue. Altusius expose alors les quatre préceptes que contient cette première table du décalogue, qui est donc la première partie de la loi commune. Ces quatre préceptes revêtent eux-mêmes, nous dit Altusius, deux aspects. L'un positif et l'autre négatif. C'est-à-dire que chaque précepte, d'un aspect positif, pose ce qu'il y a à faire, et d'un aspect négatif, ce que l'on ne doit pas faire, ce qui est prohibé. Je vous donne un exemple parmi les quatre préceptes, il développe chacun des préceptes. Pour le troisième précepte formule l'obligation de rendre gloire à Dieu en toute chose. Positivement et juridiquement, cela se traduit par exemple par le fait qu'il faut faire un bon usage du nom de Dieu dans les sermons, pour qu'il soit contraignant. Négativement, ce troisième précepte prohibe, toujours aussi juridiquement, le parjure, le blasphème, ou bien encore les malédictions. Et c'est la même chose pour chacun des préceptes de cette première table du décalogue. La seconde partie du droit commun correspond, oui, j'ai tout mis ça, est-ce que c'est ma bonne diapo? Oui. La seconde partie du droit commun correspond quant à elle à la deuxième table du décalogue, qui expose les devoirs dus à son prochain. Les devoirs dus à son prochain sont eux-mêmes divisés, vous le voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous le dire, entre devoirs propres et devoirs communs. Les devoirs propres sont synthétisés dans le cinquième précepte du décalogue. Voilà. Ce cinquième précepte, lui aussi, prescrit positivement une obligation et négativement une interdiction. Positivement, c'est respecter ceux qui sont supérieurs à soi. Négativement, ne pas mépriser, dédaigner ou déprécier les autres, que ce soit par des paroles, des actes ou des gestes. Enfin, il y a les devoirs communs envers les autres individus, qui sont ceux formulés par les préceptes restants du décalogue, c'est-à-dire les 6e, 7e, 8e, 9e et 10e préceptes. Et tout comme les précédents, ces 5 préceptes revêtent un aspect positif et un aspect négatif, d'accord? Donc une obligation et une interdiction, des devoirs et des interdits, qu'Altusius expose successivement. Encore une fois, je vais prendre qu'un exemple, le 7e précepte. Le 7e précepte impose de conserver la pureté de son âme et de son corps, ainsi que de l'âme et du corps de son prochain, et donc, positivement, impose la sobriété, la pudeur, la discrétion, la modestie. De manière négative, il prohibe de tomber dans la débauche, la luxure, la lubricité, ou bien encore d'avoir des mœurs efféminées. C'est ce que nous dit Altusius. Et donc, vous voyez qu'on obtient pour la simple lex communis, pour le simple droit commun, un arbre ramiste qui est déjà assez développé. Mais après avoir exposé le droit commun,
première branche de la loi de direction et de gouvernement de la République, Altusius s'intéresse de la même manière au droit propre. Une fois la lex propria définie, Altusius reprend la chaîne des distinctions et il nous explique que le droit propre se divise en parties et en espèces. Alors tout d'abord, le droit propre comporte deux parties. La première est celle qui est en conformité avec la lex communis et la seconde est celle qui en diffère. Elle peut en différer, nous dit Altusius, pour deux raisons. Soit du fait d'une meilleure compréhension du législateur, soit du fait des circonstances, qu'elles soient personnelles, réelles, spatiales ou temporelles. Les deux parties, donc, du droit commun. Du droit propre, pardon. Mais il existe aussi plusieurs espèces de droits propres, nous dit Altusius. Et notamment les droits propres à chaque peuple. Altusius énumère parmi les droits propres à chaque peuple les droits suivants: le droit propre des Juifs, le droit propre des Romains, le droit propre des Germains d'aujourd'hui et les droits propres des autres peuples. Donc vous imaginez toute une série possible d'autres droits propres. L'exemple qu'il développe, c'est celui du droit propre des Juifs, qu'il soumet lui-même à la logique ramiste. Il le sépare en deux ensembles. L'un est le droit sacré, l'autre le droit judiciaire. Et chacune de ces deux branches, d'une espèce particulière de droit propre, reprend alors la distinction précédente, celle des deux parties du droit propre, à savoir conforme au droit commun ou différent du droit commun. En outre, Altusius indique que ces deux branches se séparent aussi en plusieurs espèces. Par exemple, il y a trois espèces de droit sacré propre des Juifs: celle relative concernant l'apparence des choses présentes, celle concernant l'apparence des choses passées et celle concernant l'apparence des choses futures. Quant au droit judiciaire des Juifs, il se sépare, lui, en deux espèces: les droits purement politiques d'un côté, les droits hiératiques ou ecclésiastiques de l'autre. Et Altusius évoque alors, développe les différentes lois qu'il classe en fonction des distinctions que je viens d'exposer. On aboutit ainsi à un arbre partiel pour la lex propria, puisqu'il faudra ensuite le développer pour chaque droit propre à chaque peuple, d'accord, qu'il faut ensuite rapprocher de celui de la lex communis pour obtenir le système d'Altusius sur cette simple question, d'accord. Donc vous voyez, c'est extrêmement logique et du coup ça se suit très bien pour nos modes de pensée rationnels cartésiens actuels, sur lesquels s'appuie ce type de schéma. Mais ça vous montre aussi à quel point Ramus développe une pensée extrêmement détaillée, comme l'a souligné Gaël tout à l'heure. Ce long enchaînement donc de subdivisions encastrées les unes dans les autres permet de matérialiser la méthode. Cette méthode, c'est la méthode élaborée par un autre réformé, Pierre de la Ramée. L'exemple du couple lex communis lex propria montre l'influence, ici vraiment, du philosophe français sur la pensée du juriste allemand. Cette influence est d'autant plus forte dans la politica que c'est aussi sur le fondement de la logique ramiste qu'Altusius entend clairement séparer le droit de la politique, ce qu'on va voir dans la seconde partie, lex communis et lex propria, dans le système politique d'Altusius. Altusius, Gaël nous l'a bien dit, détermine les contours de son objet dès sa préface, et le titre de l'ouvrage montre ici que son objet c'est la politique. Et Altusius souhaite se consacrer exclusivement dans cet ouvrage à la politique. Il le dit, il affirme vouloir enseigner une nouvelle politique, pure de tout emprunt aux disciplines voisines, mais qui en même temps s'étend largement à toutes les questions de la politique. Dans une logique ramiste, encore une fois, Altusius désire séparer la politique de la théologie, du droit et de la philosophie, avec laquelle ils sont souvent confondus, et adopter donc une démarche distinctive de celle employée par ceux qui se sont également intéressés à cette question, la question politique. La grande différence du traité d'Altusius par rapport au précédent, mais aussi de ses contemporains, c'est de ne s'intéresser à ce qu'on appellerait aujourd'hui la science politique, et uniquement ça, même si c'est étendu à des aspects quasi sociologiques. Il s'oppose en particulier à Jean Bodin, qui, lui, mêle très étroitement dans son œuvre les questions juridiques et les questions politiques. Également juriste, Altusius, lui, réserve le droit à ses autres ouvrages qui, eux, ne traitent pas de politique. Dans la Politica, la démarche d'Altusius est donc à la fois novatrice et ambitieuse. Alors, pour autant, c'est une posture extrêmement complexe à tenir,
Althussus en est conscient. Je cite un passage d'Althussus, en tout cas la traduction de Gaël. La première difficulté est à quel point je pouvais difficilement séparer ce que sont les faits juridiques dont s'occupe la jurisprudence, de même en effet que l'éthique est très proche de la théologie, la physique de la médecine, de même je dirais que la politique est très proche de la jurisprudence, c'est donc du droit, et même plus unie encore. Là où cesse l'éthique, commence la théologie, là où la physique s'arrête, débute la médecine, là où finit la politique, c'est à la jurisprudence de poursuivre. La jurisprudence, ça veut dire la science du droit. Malgré la difficulté, donc, il faut pourtant parvenir à séparer le droit et la politique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes fins, nous dit Althussus. Et donc, dans cette logique de distinction, eh bien, il faut donner des définitions précises à chaque objet, pour empêcher toute erreur de raisonnement en se plaçant dans le mauvais cadre de réflexion. On ne raisonne pas de la même manière en fonction de l'objet. C'est donc ici une distinction logique que pose Althussus. Le droit et la politique entretiennent des liens, et Althussus n'en est pas ignorant, puisqu'il est lui-même juriste, mais il faut parvenir à les séparer pour pouvoir mettre en système la politique. Comme le résume Pierre Ménard, pour Althussus, la coupure entre politique et jurisprudence ne saurait être absolue, puisque l'une fournit les normes, l'autre en tire une pratique rationnelle. Dès lors, les mêmes notions, et c'est là la difficulté, interviennent à la fois en politique et en jurisprudence, mais elles doivent alors être étudiées dans le cadre particulier du champ qu'elles concernent. La démarche d'Althussus le conduit donc à redéfinir des fonctions traditionnellement analysées par les juristes au prisme des exigences de la jurisprudence, c'est-à-dire de la science du droit. L'exemple le plus connu, et celui que revendique Althussus dans sa préface, c'est l'exemple des iura majestatis, c'est-à-dire des droits de souveraineté, dont il va donner une définition qui se sépare très clairement de la définition traditionnelle, qui est celle donnée par les juristes. Il l'explique dans sa préface. Ainsi, de nombreux juristes écrivent et enseignent sur les droits de souveraineté, alors qu'ils sont le propre de la politique, de telle sorte que s'ils lui sont enlevés, il ne lui restera rien, ou bien elle sera trop peu pourvue pour s'établir. Car le politique enseigne justement ce que sont et quels sont les principes de souveraineté. Il recherche et détermine ce qui constitue essentiellement la République. De son côté, le jurisconsulte traite proprement de ces principes de souveraineté lorsqu'ils sont sollicités par le droit, concernant le contrat entre le peuple et le prince. Les deux donc en parlent, celui-ci considère les faits, celui-là les droits qu'il contient. On voit ici toute la démarche intellectuelle d'Althussus qui le conduit à remodeler des notions juridiques dans le cadre de leur théorisation politique. C'est ce que l'on va observer au sujet de la distinction lex communis, lex propria. Cette distinction est une distinction très bien connue des juristes, sous une forme remodelée, ius commune, iura propria. Je vous ai dit ici que lex et ius étaient synonymes, donc droit commun et droit propre. Cette distinction traditionnelle, Althussus ne peut pas l'ignorer, lui qui est juriste de formation. Quelle est donc cette distinction qu'Althussus connaît et qui lui a été exposée au cours de ses études entre le droit commun et les droits propres pour un juriste? C'est une véritable théorie développée par les jurisconsultes médiévaux à partir des textes de droit romain pour tenter d'ordonner le pluralisme juridique de l'Europe du Moyen-Âge. Cette théorie commence à être développée dès le XIIe siècle avec la redécouverte des textes de droit romain, mais elle acquiert une véritable cohérence avec les écrits du grand juriste qu'est Bartole au XIVe siècle. Bartole construit une réflexion d'ensemble autour de la distinction du droit commun et des droits propres. De manière très schématique, le droit romain serait le ius commune en Europe, lequel doit être distingué des iura propria, les droits propres locaux ou particuliers, qui sont eux constitués des coutumes, des lois et des statuts. Il y a ici donc chez Bartole une ébauche de hiérarchisation quasiment inconnue des systèmes juridiques pluralistes du Moyen-Âge. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits au Moyen-Âge. Mais là, il y a une forme d'ébauche de hiérarchisation, puisque au-dessus des statuts d'application restreinte, des droits particuliers, à une catégorie de personnes, à une matière, à un territoire, eh bien, on a le droit commun qui représente l'ordre, l'unité, la rationalité. Et il tend aussi à contribuer à légitimer les droits particuliers, puisqu'il sert à les discipliner, à les ordonner. Ius commune et iura propria font donc partie d'un même ensemble. Le premier contient des dispositions générales applicables à tous, alors que le second est formé de dispositions spéciales
qui peuvent éventuellement déroger aux dispositions générales de droit commun. On retrouve donc ici l'opposition générale spéciale autour du concept de dérogation, et donc cela permet d'intégrer les droits locaux à l'architecture romaniste. Quand ils sont conformes aux dispositions romaines, les droits locaux n'en sont en définitive que l'application. Quand ils y dérogent, ils ne sont qu'une exception à un principe romain immuable qui vient limiter leur portée. Cette théorie du ius commune a connu un immense succès à la fin du Moyen-Âge. Elle est très largement reprise par la doctrine, elle est enseignée dans les universités, voire appliquée en pratique. Ce succès tient au fait que cette théorie offre une méthode apte à surmonter le pluralisme juridique et résout la plupart des difficultés qui en découlent, en intégrant tous les droits existants au sein d'un même système, sans pour autant ni les confondre, ni leur conférer la même autorité. Cette construction, vous le voyez donc, fait du droit romain le ius commune. Le droit romain est le droit commun, alors que les coutumes, les statuts urbains et les législations nationales et régionales sont considérés comme des iura propria, des droits propres. C'est un peu plus complexe que cela, mais c'est simplement schématiquement pour cela va nous permettre de comprendre l'originalité de la construction politique d'Altusius par rapport à la théorie des juristes, je dis bien des juristes médiévaux, mais qui est toujours d'actualité chez la plupart des juristes du XVIe siècle. L'analyse politique d'Altusius, effectivement, diffère largement de la théorie bartholiste, puisque, comme on l'a vu dans la première partie, pour Altusius, le droit romain n'est pas le droit commun. Vous l'avez vu, c'est un droit propre. Il le dit bien, il l'énumère dans les droits propres. Alors, je vais revenir sur ce point, mais avant tout, il faut s'attarder sur la construction d'ensemble d'Altusius, qui partage quand même quelques similarités avec la théorie médiévale du ius commune. Altusius définit les branches de ces distinctions et il va donc définir lex communis et lex propria. Il considère la dichotomie droit commun, droit propre sous le rapport suivant. La loi de direction et de gouvernement, qui découle de la lex consociationis et symbiosis, consiste en un principe général et immuable applicable à tous. La lex communis, principe général et immuable applicable à tous. Complété par l'ordre juridique particulier à chaque consociation, la lex propria. Donc, tout comme dans la théorie bartholiste, on se trouve ici dans un rapport général spécial. Un droit général applicable à tous, distinct d'un droit spécial, applicable à certains seulement en fonction de leur appartenance à un groupe déterminé, selon un critère personnel ou territorial. Ce n'est donc pas sur le mécanisme, mais sur la réalité concrète de ces ensembles que les analyses divergent. En effet, pour Altusius, le droit commun n'est pas le droit romain, mais le droit naturel. Il le dit en ouverture de son analyse du droit commun, je vous le cite, « Lex communis est, quae natura sua omnibus hominibus ad Deo est ingenerata ». Le droit commun a été naturellement placé par Dieu au sein de tous les hommes, on en a déjà parlé, je pense qu'on en reparlera. Il ajoute ensuite que ce droit commun n'énonce rien d'autre pour tous les hommes que la théorie générale et la pratique de l'amour, tant pour Dieu que pour son prochain. On le voit dans la distinction. Cette loi naturelle, Dieu l'a rendue accessible aux hommes par leur conscience, je cite Altusius, par cette inclination innée ou cette impulsion secrète de la nature, l'homme est exhorté à faire ce qu'il comprend être juste et à éviter ce qu'il sait être mauvais. Il prend toutefois soin de préciser, Altusius, qu'il y a différents degrés dans cette connaissance ou dans cette inclination et que la loi naturelle n'est pas inscrite également dans le cœur de tous. Malgré ces différences, tous les hommes restent capables de se conformer au droit naturel, même si cela est plus évident pour certains que pour d'autres. À cette fin, les hommes disposent de guides, et le premier de ces guides, c'est le décalogue, et on a pu le noter dans la description de la première partie, le guide de la loi commune, donc du droit naturel, c'est le décalogue. Altusius établit en effet un lien direct entre le droit naturel et le décalogue. Les préceptes du décalogue résultent de la lex communis, c'est-à-dire du droit naturel. Vous avez ici une citation, je donne la traduction. Cette loi, c'est-à-dire le décalogue, a été prescrite pour tous les hommes dans la mesure où elle est en accord et explique la loi commune de la nature à tous. Loin de l'analyse des jurisconsultes de la fin du Moyen-Âge, le droit commun n'est pas celui des Romains, mais celui de la nature, tel qu'il est révélé dans la Bible.
C'est sur ce droit commun que s'établit le droit propre, ainsi que le définit Altusius, dans une définition claire et concise, dont je vous lis la traduction. Le droit propre est ce droit qui est conçu et constitué par le magistrat sur le fondement du droit commun, en accord avec la nature, l'utilité, la condition et les autres circonstances particulières du lieu. Ainsi, le droit propre n'est rien d'autre que la pratique de ce droit commun naturel, adapté à un gouvernement particulier. Le droit propre a donc pour finalité de permettre aux hommes de tendre vers le droit naturel, tout en prenant en compte les particularités de chaque consociation. Altusius développe plus particulièrement les adaptations spécifiques à une population déterminée à travers la déclinaison des espèces de droit propre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le droit propre des Juifs, le droit propre des Romains, etc. Le droit romain n'apparaît donc ici que comme le droit d'un peuple, certes fondé sur le droit naturel, comme tous les autres droits propres, mais un simple droit particulier. En aucun cas, il ne constitue la lex communis et ne saurait prétendre à l'universalité qui n'appartient qu'à la loi biblique. Par un autre cheminement que certains jurisconsultes humanistes, Altusius remet donc en cause, lui aussi, la prétention à l'universalisme du droit romain qu'avait patiemment construite la doctrine médiévale. Pour Altusius, le droit romain ainsi que tous les droits propres sont donc en quelque sorte une déclinaison ou une adaptation du droit commun. Le droit propre, en outre, n'est pas nécessairement en conformité totale avec le droit commun, il peut s'en séparer sur certains points et sous certaines conditions. Les deux sont donc à la fois distincts et étroitement liés. C'est leur combinaison qui permet le fonctionnement social de l'ensemble à travers la loi de direction et de gouvernement de la République, qui est elle-même une déclinaison de la fameuse lex consociationis et symbiosis. Finalement, pour conclure, le système politique proposé par Altusius, à partir de la logique ramiste, s'avère original au regard des théories proposées par les jurisconsultes, au moins sur le sujet de cette communication. Pour autant, Altusius n'est évidemment pas le premier à avoir assimilé jus commune, droit commun, et droit naturel. Le rapprochement se retrouve chez beaucoup de penseurs, mais pour nous limiter aux juristes, on le retrouve déjà chez les glossateurs au XIIe siècle. Mais à la différence de ces juristes, Altusius ne développe pas ici une analyse juridique fondée sur les textes de droit romain, mais il construit une théorie politique qui se veut autonome de la science juridique. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué, parce que cette autonomie ne doit pas conduire les juristes à ignorer l'œuvre politique d'Altusius, car, bien qu'autonome, la compréhension de cette œuvre est indissociable en réalité de ses écrits juridiques. Donc pour comprendre en profondeur la conception du droit naturel chez Altusius, il faut aussi se tourner vers ses ouvrages de droit, et en particulier le traité de dicéologie. Parce que dans ce traité, Altusius reprend l'assimilation du droit naturel et du droit commun, mais qu'il va analyser ensuite sous ses aspects juridiques et non plus politiques. Donc il est important de lier les deux, comme l'écrit Altusius, je le cite, « Là où finit la politique, c'est à la jurisprudence de poursuivre. Il faut, pour comprendre ces œuvres juridiques, partir de la politica. » Je vous remercie.